Ok. Dimanche 13 mai 2018, vous êtes bien sur votre radio préférée, la radio Gadek Betawe FM 88.5, et comme convenu, vous êtes en train de suivre votre émission Betawe Actualité. Alors, Betawe Actualité reçoit ce matin Monsieur El Hadji Bassamba Kamara, donc quelqu'un qu'on ne présente plus à Tambacounda. Alors, avec Monsieur Bassamba Kamara, nous allons parler de la sécurité du Sénégal, la hantise du terrorisme. Alors, il y aura également des thèmes subsidiaires, à savoir le procès de l'imam Alouine Badarandaou, la délinquance transfrontalière et périurbaine, les méfaits des stupéfiants, le rapt des enfants, la criminalisation du vol de bétail, les statuts et les modules de formation des ASP, les critères d'admissibilité de l'école nationale de police et les différentes filières, la déontologie policière et les renseignements généraux. Alors, en seconde partie, nous allons évoquer avec M. Bassamba Kamara donc l'actualité politique, l'actualité sociale au niveau du Sénégal, à savoir l'immigration clandestine, le sous-emploi, l'entrepreneuriat, la crise des motos Jakartamen Tambacounda. Alors, les 6 ans également du président Macky Sall passé au pouvoir, l'absence de dialogue politique, le procès de Khalifa Sall et de Karim Wade. Alors, nous allons également discuter avec lui, si le temps nous le permet, des bourses territoriales en vue au niveau donc de Tambacounda. Alors, je rappelle que M. Bassamba Kamara est né en 1954 à Rufisque du Sénégal, marié, père de 6 enfants. M. Bassamba Kamara est commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, commandeur dans l'ordre national du Lion et commandeur dans l'ordre national du Mérite. Alors, vous êtes diplômé de l'École nationale de police du Sénégal, section élève commissaire de police et spécialiste de la prévention de la torture et des mauvais traitements dans le cadre de la procédure pénale. Alors, vous avez eu également à faire une participation active à la lutte contre le vol de bétail, la lutte contre la délinquance périurbaine, la lutte contre la délinquance transfrontalière et la lutte contre les stupéfiants. Alors, vous étiez chargé de la formation, de la gestion et de l'administration de 600 assistants à la sécurité de proximité ASP des régions de Tambacounda et Kédougou. Vous êtes également membre de la Fédération sénégalaise de volleyball. Alors, vous êtes également en train de rédiger un mémoire sur la déontologie policière. Quelle belle carrière. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur Kébé. Je vous remercie de m'avoir invité donc, à cette émission qui est très bien écoutée. Donc, c'est un honneur pour moi vraiment de venir apporter ma contribution donc, sur tout ce qui se passe dans ce pays, notamment dans les domaines spécialisés et dans le domaine général. Donc je suis à votre entière disposition pour vraiment discuter avec vous de l'actualité aussi au Sénégal et dans le monde. Très sincèrement, nous sommes très séduits par votre brillante carrière, pratiquement quel beau parcours. Alors comment vous avez fait pour réussir? Ben, je vous remercie, M. Keba. Vous savez, bon, moi je suis né à Rufisque, comme vous l'avez dit, de père qui était lui-même policier. Donc, au niveau de Rufisque, j'ai fait mes humanités. J'ai fait bon, d'abord l'école maternelle à l'Immaculée Conception de Rufisque. Ensuite, l'école primaire à l'école Matarsek. Puis l'école Mamoud Diop de Saint-Thiaba. Puis le lycée Abdoulaye Sadi. Et après l'université. Et aussi les académies de police au niveau de l'Amérique du Nord. Donc, vraiment, bon, voilà, donc ramasser un peu mon parcours. Donc vraiment, en tout cas, bon, je remercie d'abord mes parents de m'avoir vraiment inculqué cette éducation et qui m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis. Donc voilà, toute modestie. Voilà, donc pourquoi maintenant j'ai choisi le métier de policier. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis fils de policier. Donc la police, c'est pratiquement ma famille. Donc
Donc je connais les coins et tous les coins de la police. Donc ce qui fait que vraiment je suis très à l'aise dans cette institution. Ok, merci M. Bassamba Camara. Alors je rappelle que vous êtes chevalier dans l'ordre du mérite, officier dans l'ordre du mérite, chevalier dans l'ordre national du Lion, officier dans l'ordre national du Lion, mais aussi médaillé de l'ONU en Côte d'Ivoire, médaillé de l'ONU en République centrafricaine au Tchad. Alors je voudrais savoir pourquoi le choix d'être un policier. Bon, vous savez, la police, c'est un métier que je trouve noble, parce que vous êtes à la disposition des citoyens. Parce que la mission du policier, c'est d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et je crois que c'est une mission très noble si on la comprend. Parce que les gens, souvent, ils voient le côté uniquement répressif de la police. Mais la police, ce n'est pas uniquement le côté répressif. La police, il y a le côté éducation, le côté encadrement, ainsi de suite. Donc je pense que les gens doivent avoir quand même un autre regard sur la police et éviter vraiment de stigmatiser comme on le fait actuellement. Évidemment, quelquefois, on constate certaines dérives qui sont inhérentes à toute communauté. Mais vraiment, je pense que les gens se comprendront et vraiment excuseront certaines dérives que peut-être font certains de nos collègues. Mais en tout cas, je puis vous affirmer que l'essentiel des membres de la police nationale sont des gens, des professionnels, des gens sérieux, des gens compétents. Ils sont à la disposition exclusive de leur pays. Et je crois qu'il faut qu'on leur rende un hommage vraiment appuyé. Alors, est-ce qu'il y a une évolution positive dans les rapports entre la police nationale et les populations d'une manière générale? Très bonne question, parce que souvent on me pose cette question. Parce que c'est compte tenu justement des difficultés qui existent entre les populations souvent et la police. Moi j'ai souvent dit que la police est à la disposition exclusive de la population. Elle ne peut faire d'ailleurs autrement, parce que sa mission c'est de protéger les populations. D'ailleurs il y a un concept qu'on appelle concept police-population. Et ce concept-là doit être compris par tout le monde. Il faut que les populations s'approprient cette police. C'est leur police. C'est une police nationale. Cette police-là n'appartient pas aux policiers, mais elle appartient aux populations. Cette police, elle est payée par les impôts des populations. Donc, il faut que les populations sachent que cette police leur appartient. Et c'est leur droit le plus absolu, vraiment, d'être sécurisé et d'être assisté par cette police-là. Donc, il faudrait également que ces rapports-là soient huilés, que vraiment ce soit humanisé, que les uns et les autres comprennent que les uns ne peuvent pas aller sans les autres. Donc il faut vraiment que cette image-là soit corrigée et que les policiers sachent qu'ils sont à la disposition de ces populations qui sont obligées de sécuriser de jour comme de nuit. Les populations aussi doivent se dire que cette police-là, c'est une police, c'est notre propriété à nous. Il faut que l'on se l'approprie et que vraiment il n'y a pas de raison d'avoir peur de cette police-là. Quand vous avez des problèmes au niveau des problèmes, rien ne vous empêche d'aller solliciter les services de la police. Et cette police-là doit être à votre service. Donc voilà vraiment les rapports qui doivent exister entre la police et la population. Et l'autorité de la police vraiment fait tout pour que ces rapports-là soient des rapports très humanisés. Donc vraiment, voilà pourquoi vraiment on essaie de tout faire pour qu'il y ait quand même une certaine synergie entre la police et les populations. Alors, à l'endroit de nos auditeurs, je rappelle que notre invité du jour, c'est M. Bassamba Camara, donc commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle. Alors, on voit que jusqu'à présent, les populations, d'une manière générale, ont peur de la police. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour casser ce mythe? Mais justement, comme je vous l'ai dit, les populations n'ont pas à avoir peur de cette police-là, parce que c'est leur police à eux-mêmes. Vous ne pouvez pas avoir peur de votre bien, parce que cette police, c'est leur bien. Bon, nous, au niveau de la police, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de corriger l'accueil. Parce que souvent, il y a des difficultés. Les gens ont souvent peur d'aller à la police, parce que souvent, ils ne reçoivent pas l'accueil qui sied au niveau du poste de police. Quelquefois, bon, il y a des problèmes, ainsi de suite. Mais cela, peut-être, bon, ça existe, mais on va vers quand même du côté de vraiment rétablir
des liens beaucoup plus humains, des liens beaucoup plus fraternels entre la police et les populations. Parce que les populations ne doivent pas avoir peur de la police. Vous avez besoin de carte d'identité, il faut aller à la police. Vous avez besoin de légalisation, il faut avoir. Et les policiers ont l'obligation de vous recevoir et de vous servir. C'est ça ce qu'on leur demande. Et je crois que aussi, les populations aussi, on leur demande, tout ce qu'on leur demande, c'est vraiment de respect et de la considération envers ce corps de métier. Alors maintenant, vous allez nous décortiquer très rapidement la devise de la police, à savoir honneur et patrie. Bon, la devise de la police, c'est d'abord... bon, nous avons deux devises. Bon, d'abord, au niveau de l'École nationale de police, c'est la devise, c'est un esprit sain dans un corps sain. Parce que vous savez, quand d'abord vous êtes en formation, et il faut d'abord avoir un esprit sain. Donc, ça veut dire, vous venez, on vous enlève toutes les scories là, que vous traînez, et également avec l'activité physique aussi, parce qu'un policier aussi doit être physiquement prêt. Apte. Apte. Ça fait partie des conditions de recrutement. Ensuite, vous avez l'autre devise également. Bon, honneur et patrie. Voilà. Donc là aussi, le policier doit être un homme d'honneur, il doit être au service de sa patrie. Donc il doit être un patriote. Donc, voilà. Alors, pour un service, est-ce que les deux devises s'expliquent réellement? Oui, parce que bon, l'autre, c'est uniquement au niveau de l'École nationale de police. Vous savez, quand vous venez, vous êtes jeune policier, bon, vous avez besoin d'une devise. Il faut quand même, parce que vous changez de statut. Vous quittez le statut civil, vous venez dans un statut où vous allez porter l'uniforme. Donc vous allez changer de comportement, de caractère, etc. Donc il faut nécessairement avoir un esprit sain et un corps sain, parce qu'on vous prépare à vraiment faire vos activités normalement. Parce qu'un policier malade, on n'en a pas besoin. Donc le policier doit être physiquement apte de jour comme de nuit. Parce que le policier il travaille 24 heures sur 24. Alors, est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur les critères d'admissibilité donc au niveau de l'École nationale de police? Voilà, c'est ça. Donc l'École nationale de police, c'est une direction. C'est une des 9 directions de la police nationale. Donc, qui est chargée justement de former donc, les policiers. Donc, au niveau de la police, nous avons 4 sections. Vous avez la section des agents de police. Donc la section des sous-officiers de police, la section des officiers de police et la section des commissaires de police. Bon, en ce qui concerne les agents de police, ils sont recrutés au niveau du baccalauréat et ils font 2 ans de formation. C'est un concours direct. Pour le concours des sous-officiers également, c'est un concours direct. Vous avez le concours direct et le concours professionnel. Donc le concours direct est ouvert aux candidats qui sont titulaires du baccalauréat. L'autre, pour le concours des agents, c'est le brevet. Pour le concours des sous-officiers, c'est le baccalauréat pour le direct. Et pour le professionnel, il faut être agent de police, faire 4 ans dans le grade d'agent de police pour pouvoir prétendre au concours professionnel. Pour le concours des officiers de police, c'est ouvert uniquement aux sous-officiers de police qui ont fait 4 ans. Donc c'est un concours professionnel. Il n'y a pas de concours direct. Avant il y en avait, mais actuellement il n'y en a plus. Mais je crois qu'on est en train de corriger pour pouvoir créer un concours direct. Pour le concours des commissaires de police, il est ouvert à tous les candidats qui sont titulaires d'une maîtrise de l'enseignement supérieur. Donc pour le concours direct et pour le concours professionnel, il faut être officier de police, avoir fait 4 ans d'ancienneté pour pouvoir faire le concours professionnel. Donc, et puis vous faites 2 ans de formation. Donc c'est la maîtrise plus 2, ça fait donc bac plus 6. Donc voilà donc pour le concours des commissaires de police. Alors le policier doit être très ouvert mais aussi un modèle. Alors est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur le code de conduite d'un policier? Mais justement, vous avez même la réponse à votre question.
le policier, effectivement, il doit être ouvert, parce que c'est son métier qui doit le pousser à le faire. Parce que le policier doit être un conseiller, il doit être l'ami, qui va vous conseiller, qui va vous encadrer, qui va vous diriger. Et si vous allez par exemple dans les postes de police, vous verrez par exemple des affiches, on vous dira peut-être, bon, ici c'est l'accueil, orientation, renseignement, etc. Donc c'est justement pour que les policiers se mettent à la disposition de l'usager. Parce que l'usager, le citoyen, par rapport à la police, il n'est même plus un usager, mais c'est un partenaire. Aujourd'hui, c'est le concept. Celui qui vient à la police, c'est un partenaire. Parce que, comme je vous l'ai dit, la police, elle appartient à tout le monde, elle n'appartient pas uniquement aux policiers. Donc, les gens, comme je l'ai dit, doivent se l'approprier. Et de jour comme de nuit, ils doivent venir solliciter les services de la police. Il ne doit y avoir aucune barrière entre la population et les policiers. Et le policier aussi doit avoir un comportement républicain, un comportement citoyen. Parce que le policier aussi, on ne lui demande pas d'être violent, on ne lui demande pas d'être rébarbatif. On lui demande de faire son travail, peut-être avec fermeté, mais aussi avec humanité, avec humanisme. Et c'est ça qu'on demande aux vrais policiers. C'est ça le policier. Mais le policier qui se met à vraiment se montrer très discourtois envers la population, celui-là, il n'aurait pas compris pourquoi il est là. Alors, dans les lieux de privation de liberté, alors souvent il y a beaucoup de restrictions, souvent c'est la torture. Alors réellement, quel est le lien entre le policier et la torture? Donc vous savez maintenant, la torture, elle est totalement interdite. Le policier qui sera surpris en train de procéder à des actes de torture sur une population va être poursuivi et sévèrement sanctionné. Parce que vous avez aujourd'hui des organes de veille comme les droits de l'homme, la RADDHO, les gens qui surveillent, l'ONDH, tout le monde, les gens surveillent. Donc il y a l'Observatoire des lieux de privation de liberté qui font des tournées. Et sans compter aussi le procureur de la République aussi, il fait des tournées au niveau des commissariats. Et il est tout à fait interdit aux policiers de se servir d'instruments de torture. Ça, vraiment, comme on faisait avant, avec le courant, on battait les gens, et ça, c'est formel. Celui qui le fait, vraiment, il tombe sous le coup de la loi, il sera sévèrement sanctionné. Donc là, il faut que ceux qui s'adonnent à cela sachent qu'ils sont surveillés. Mais Dieu merci, je crois que maintenant, ce n'est plus la tendance, les gens, ils ont compris. D'autant plus que maintenant, dès que vous interpellez quelqu'un, à son premier interrogatoire ou son audition, son avocat doit être à ses côtés pour le défendre. Donc vous voyez, donc maintenant, on ne peut plus parler de torture parce que vous ne pouvez pas torturer quelqu'un devant son avocat. Alors, il y a de cela quelques semaines, alors le président de l'Observatoire des lieux de privation de liberté avait fustigé les conditions de détention, surtout au niveau de Thiès. Alors, mais par la suite, il a été incarcéré. Est-ce que c'est normal? Bon, non, c'est-à-dire, je crois que c'est un monsieur là, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Bon, je crois que lui aussi, il est allé un peu loin. Parce que quand même, il a jeté le discrédit. Mais il était dans son rôle quand même. Oui, mais dans son rôle aussi, ce n'est pas aussi jeter le discrédit sur les institutions. Vous êtes dans votre rôle, mais si vous dites quelque chose qui est normal, il n'y a pas de problème. Mais si vous jetez le discrédit sur les institutions, mais vous tombez sous le coup de la loi. Et je crois que ce monsieur, il est tombé sous le coup de la loi parce qu'il a jeté le discrédit sur les institutions. Et ça, ce n'est pas normal aussi. Il faut que dans ce pays-là, qu'on sache raison garder et qu'on respecte les gens, qu'on se respecte les uns et les autres. C'est pas parce qu'on se dit il y a la démocratie que vraiment on fait ce que l'on veut. Ce pays-là, ce n'est pas une jungle. C'est un pays démocratique, c'est un pays normal où les gens doivent avoir un comportement civilisé, un comportement normal. Donc tous ceux qui se mettront en marche de la loi, mais ils tomberont sous le coup de cette loi. Alors, mais on a constaté au bout de quelques jours, il a été relâché purement et simplement, comme quoi qu'en tout cas, il n'avait rien fait de mal. Oui, mais ça c'est, vous savez, en matière d'arrestation, c'est le procureur de la République qui juge de l'opportunité des poursuites.
Si le juge, le procureur estime que l'intéressé n'avait pas sa raison d'être là-bas, mais il a dit, il y a aucun problème. Voilà. Ok, la police est chargée de faire l'ordre dans le pays, la protection des personnes et de la sauvegarde des biens. Donc cela veut dire que la police joue un rôle prépondérant. Et là aussi, nous avons les démembrements de la police, à savoir la police judiciaire, la police administrative. Maintenant, par rapport à la police judiciaire, alors qu'est-ce que ces gens-là font concrètement? Voilà, comme vous l'avez dit, au niveau de la police, vous avez la police judiciaire et la police administrative. La police judiciaire est chargée donc de rechercher, de constater les infractions à la loi pénale. La police judiciaire est dirigée par le procureur de la République. Le procureur de la République, c'est le directeur de la police judiciaire. Donc, toute action qui tend vers l'arrestation, l'interpellation, etc., doit être portée à la connaissance du procureur de la République. Donc, c'est lui. Donc le directeur de la police judiciaire, donc il est le chef des officiers de police judiciaire. En ce qui concerne maintenant la police administrative, c'est vraiment il y a de l'administration. Vous avez par exemple les histoires de conduite, des permis de conduire, etc. Mais ça c'est purement de l'administration. Ça n'a rien à voir avec la police judiciaire. Donc à niveau de la police, vous avez la police judiciaire et la police administrative. La police judiciaire est dirigée par le procureur de la République, donc qui est chargé de conduire donc cette politique judiciaire au niveau de la police. Alors, est-ce que la sécurité du Sénégal, d'une manière générale, se porte bien? Mais elle se porte à merveille pour l'instant, parce que, comme vous le savez, ailleurs dans les autres pays, vous avez vu ce qui se passe. Mais au niveau de la police, au niveau du Sénégal, vous avez vu, bon, ce qui se passe ailleurs ne se passe pas ici. Parce que nous avons des policiers et des gendarmes qui sont très professionnels, qui sont très consciencieux. Ce qui aujourd'hui nous préserve de certaines actions. Aujourd'hui, vous avez vu, les policiers et les gendarmes, ils travaillent discrètement avec beaucoup d'efficacité. Aujourd'hui, le terrorisme ne peut pas prospérer au Sénégal. Parce que justement, il y a les services de sécurité, les membres des forces de défense et de sécurité qui veillent aux grèves. Aujourd'hui, surtout au niveau de la police, nous avons fait quand même un bon maillage sur le plan national. Et au niveau des frontières, aujourd'hui nous avons créé des commissariats spéciaux au niveau de, par exemple, de Rosso, au niveau de Karang, au niveau de Kidira. Donc avant c'était des forces frontalières, maintenant c'est des commissariats spéciaux dirigés par des commissariats renforcés et équipés normalement. Et ces gens-là jouent leur rôle de veille. Aujourd'hui ils font un excellent travail. Et aussi ils continuent avec leurs autres collègues des forces de défense et de sécurité comme la gendarmerie, l'armée nationale, etc. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'au niveau du Sénégal, la sécurité se porte très bien si vous en jugez par les autres. Parce que vous voyez par exemple au niveau des autres pays, vous avez ce qu'ils ont créé, ce qu'on appelle le G5 Sahel, qui regroupe les 5 pays, comment il s'appelle, le Tchad, la Mauritanie, le Mali, le Burkina et le Niger. Donc le G5 Sahel, c'est donc le groupe de ces 5-là. Mais tous ces pays-là ont eu maille à partir avec les terroristes. Mais jusqu'ici, nous, au niveau du Sénégal, le pays est encore préservé parce que nos policiers, nos gendarmes, nos militaires veillent au grain. Bon, tout n'est pas parfait. Vous savez, au niveau de la sécurité, même en Europe, aux États-Unis, vous voyez ce qui se passe là-bas. Il y a toujours, même au niveau de la France, vous savez, chaque fois que les terroristes veulent frapper, ils frappent. Aux États-Unis, ils frappent. Mais ici, au niveau du Sénégal, jusqu'ici, nous, on parvient quand même à les maîtriser parce que justement les policiers et les gendarmes sénégalais sont très professionnels, ils sont très consciencieux et ils font le travail correctement. Et Dieu merci vraiment, ça se passe très bien. Et l'État est en train de faire beaucoup d'efforts justement pour préserver la paix, la tranquillité et la sécurité dans ce pays. Et si je vous demandais de définir très rapidement le terrorisme? Bon, le terrorisme, c'est des actes de personnes égarées qui ont une autre vision de l'islam, qui n'est pas le nôtre. Et justement, avec cette vision-là, ils détruisent tout sur leur passage. Donc je crois que ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec l'islam. Bon, ils ont leur propre vision de l'islam, et ce qui les pousse vraiment à tuer, etc. Mais je pense que voilà le terrorisme. Et malheureusement, c'est des actions quand même qui sont en train de prospérer.
Et vous savez, par exemple, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le terrorisme a été accentué avec ce qui s'est passé en Libye. Vous savez, quand il y a eu le problème en Libye, et le colonel Kadhafi a été tué, donc là, les terroristes sont partis de là-bas. C'est ainsi qu'ils ont envahi le Mali, etc. Et jusque depuis lors, ils sont là dans la zone. Ils ont envahi le Mali, etc. Ils frappent en Mauritanie, ils frappent au Niger, ils frappent au Burkina, ils frappent au Tchad, etc. Même en Côte d'Ivoire, ils frappent au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, c'est des gens qui sont là. Ils sont au Nigeria aussi avec Boko Haram, etc. Bon, là, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, vous avez ce qu'on appelle ACMI. Donc, ACMI, qui est là, qui est constitué donc, de ces gens-là. Il y a l'ACMI, il y a les Mourabitoun, etc., etc. Ils sont là, bien organisés et qui donnent du fil à retordre à certains pays. Mais Dieu merci, ici au niveau du Sénégal, ça se passe très bien. On parvient vraiment à les maîtriser. Ok, donc cela veut dire que nous touchons du bois. Alors, mais nous avons l'impression de la gestation des cellules terroristes au niveau du Sénégal, surtout avec le procès actuellement de l'imam Alioune Badara Ndao. Alors là, pratiquement, c'était révélation significative. Oui, vous savez, bon, je préfère ne pas aller au fond, parce que comme l'affaire est encore pendant au niveau de la justice, mais bon, tout le monde a suivi, donc les gens qui ont été interpellés, leurs déclarations, etc. Ça veut dire que ces gens-là, ils avaient des visées. Certains ont dit qu'ils avaient l'intention de créer un État islamique qui serait constitué du Sénégal, de la Gambie, de Guinée, du Mali, etc. Donc ils l'ont dit, ils l'ont répété, etc. Donc je crois qu'il faut quand même prêter attention à ce qu'ils disent. Mais pour le procès de l'imam, bon, je préfère ne pas aller au fond, puisque encore jusqu'ici l'affaire est pendante au niveau de la justice. Dans l'avenir proche, on sera édifié sur réellement ce que voulait l'imam, donc ce qu'il voulait faire dans ce pays-là, etc., etc. Alors, nous avons suivi avec beaucoup de stupéfaction les propos en fait d'un père de famille qui disait que son fils l'avait appelé pour qu'il prie, pour qu'il meure en fait en martyr. Voilà, justement. Et ça aussi, vous savez, les terroristes, bon, ils ont leur mentalité. Hein. Bon, c'est des gens, bon, peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être un lavage de cerveau, en tout cas. C'est des gens un peu spéciaux. Donc, ils ont leur propre conviction. Parce qu'un père de famille qui demande à son père, qui prie pour son père, son fils, bon, ça c'est autre chose. Donc là aussi, ça le concerne. Je pense que nous ne prenons pas pour nos fils pour qu'ils meurent. Donc si lui, il a ses convictions, ça le concerne. Alors, donc cela veut dire qu'au Sénégal, il y a certains jeunes donc, qui sont donc dans le terrorisme réellement. Bon, est-ce qu'ils sont dans le terrorisme? Peut-être. Bon, peut-être même, il y a ce qu'on appelle les réseaux dormants. Les gens qui sont là, bon, qui ont des velléités. Hein? Vous savez aussi, une des causes du terrorisme, bon, il y a d'abord la pauvreté, le chômage et aussi l'inéquité sociale, etc. Donc c'est ce qui pousse peut-être certains jeunes à aller donc, dans ce système. Et ce qui les conduit vraiment, la plupart du temps, c'est des désespérés. Des gens qui n'ont plus d'espoir, donc puis essaient donc d'aller dans les rangs donc, de ces gens-là, etc. Je crois qu'il faudrait que l'État aussi essaie de faire en sorte que pour régler ce problème, le problème du chômage des jeunes, etc. Je pense que si on règle le problème, peut-être demain, les jeunes qui auraient des intentions ou bien des velléités, peut-être vont changer de position et vont devenir à la normale. Alors, donc, pour juguler le terrorisme, quel est le rôle de la police? Bon, la police, là, elle est là. Vous savez, comme je l'ai dit, bon, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire à la radio, mais ce qui est sûr et certain, que aussi bien la police, l'armée que la gendarmerie, nous avons nos services spéciaux qui surveillent et qui veillent. Donc, jusqu'ici, Dieu merci, ces gens-là sont encore, ils sont maîtrisés. Et on touche du bois, nous espérons que ça va s'arrêter ici. Et par rapport aux renseignements généraux, comment ça se passe réellement, par rapport au traitement même de l'information? Bon, vous savez, les renseignements généraux, c'est une branche de la police. Vous savez,
dans tous les États, vous avez les renseignements généraux. Parce que pour gouverner un pays, il faut avoir tous les renseignements de ce pays. C'est ça qui tient un pays. Non, mais ce que les renseignements font, bon, on ne peut pas le dire ici. Moi, j'ai été chef du service régional des renseignements généraux. Donc, au niveau de tout ce qui se fait, au niveau social, au niveau économique, au niveau politique, nous le portons à la connaissance de l'autorité supérieure. C'est à lui maintenant de l'utiliser à bon escient pour pouvoir, parce que gouverner, c'est prévoir. Donc, les services de renseignement, donc tous les éléments au gouvernement nous permettent vraiment de gouverner normalement et de voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut corriger, etc. etc. Alors, par rapport en tout cas au terrorisme, les Tambacoundois ont très peur dans la mesure où la porte d'entrée, c'est à quelque part ici à Kidira, il y a beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties. Alors là aussi, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement par rapport à Kidira? Je crois que l'État a compris qu'il faut renforcer le dispositif. Et aujourd'hui, les services de sécurité, que ce soit la police, l'armée et la gendarmerie, ces services donc, sont présents dans la zone. Et il y a des patrouilles qui se font, il y a des surveillances qui se font, etc. Et jusqu'ici, je ne pense pas que les terroristes aient pu traverser ce pays-là pour aller à l'intérieur du pays. Donc jusqu'ici, les services des forces de défense et de sécurité veillent au grain. Et jusqu'ici, ça se passe très bien. Oui, oui, parce que la hantise est très normale dans la mesure où tout récemment, les terroristes ont frappé le Mali, mais aussi le Burkina et même la Côte d'Ivoire. Donc cela veut dire qu'ils sont à 2 pas du Sénégal. Oui, ils sont à 2 pas, mais ils ne peuvent pas rentrer ici. Et c'est ça l'essentiel. S'ils peuvent frapper, s'ils ont frappé au Burkina, ils ont frappé au Mali, ils ont frappé à Mauritanie, ils ont frappé partout. Mais pourquoi ils n'ont pas frappé au Sénégal? C'est parce que nous sommes... Mais attention, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers, dans la mesure où certains même de nos fils font partie en fait de ces réseaux. Les policiers ne dorment pas. Les policiers ne dorment pas, ils travaillent de jour comme de nuit. Ils ne dorment pas. C'est la raison pour laquelle vous êtes en sécurité ici. Je pense qu'ici au niveau de Tamba, il y a des zones qui sont les plus sécurisées dans ce pays. Tamba fait partie des zones les plus sécurisées, de même que Ziguinchor, etc. Vous avez aujourd'hui, ici au niveau de Tamba, vous avez la police, vous avez la gendarmerie, vous avez l'armée, vous avez d'autres services spéciaux qui sont là. Et d'autres que vous voyez et d'autres que vous ne voyez pas qui sont là, qui veillent sur votre sécurité. Donc aujourd'hui, je pense que les populations de Tamba doivent se tranquilliser et savoir... raison garder. Voilà, c'est ça. Ok, alors je rappelle à l'endroit de nos auditeurs que notre invité du jour c'est M. El Hadji Bassamba Kamara, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle. Alors maintenant nous allons parler de la délinquance transfrontalière. Bon, la délinquance, vous savez, la délinquance transfrontalière, comme son nom l'indique, c'est des délinquants donc qui se déplacent. Vous savez, Tambacounda est une zone carrefour. Donc, Tambacounda, vous avez c'est limité par beaucoup de pays. Vous avez la Gambie, vous avez les deux Guinées, bon, vous avez le Mali, vous avez la Mauritanie. Donc, c'est les délinquants qui se déplacent de zone en zone, de pays en pays. Mais aussi ces gens-là, dans le cadre de la sécurisation normale de ce pays-là, les services de police, les services de police et les autres aussi membres des forces de défense veillent au grain pour justement les maîtriser et faire en sorte que ces gens-là ne puissent pas agir dans ce pays-là. Alors, mais pour les maîtriser aussi, ce sera difficile parce que comme vous l'avez dit tantôt, ils peuvent venir au Sénégal donc faire quelques malversations, au bout de quelques jours, se retrouver en Gambie ou en Mauritanie. Alors maintenant là, qu'est-ce que vous faites concrètement peut-être pour essayer de mettre la main sur eux? En tout cas, ceux qui ont essayé de le faire ont tous été interpellés. Je crois que ici, je n'ai pas souvenance de ces gens-là, et puis vraiment agir ici, dans ces zones. Parce que, comme je vous l'ai dit, les services de sécurité sont là, ils travaillent consciencieusement de jour comme de nuit. Donc aujourd'hui, ces délinquants, peut-être ils peuvent aller ailleurs, mais ils ne peuvent pas prospérer au Sénégal. Alors, est-ce que réellement il y a un réseau entre les différentes polices de la sous-région? Mais bien sûr. Vous savez, d'abord,
La police, vous savez, on en a ce qu'on appelle Interpol, l'Organisation internationale de police criminelle, que je connais bien parce que j'ai été secrétaire j'ai été chef du secrétariat du Bureau central national de l'Interpol. Vous savez, toutes les polices du monde collaborent grâce à Interpol. Donc, si des actions se passent ici, bon, vous saisissez l'Interpol, Interpol qui se trouve à Lyon, en France. Et Interpol Lyon, vraiment vous donne, vous envoie toutes les données pour vous permettre vraiment de réagir et d'interpeller les agents suspects. Donc il y a une coopération policière. Donc l'organisation s'appelle OIPC Interpol, Organisation internationale de police criminelle, OIPC Interpol. Donc Interpol International Police. Donc il y a une coopération policière donc, entre toutes les polices du monde. Donc je dis, vous faites une action ici, vous allez ailleurs, mais avec Interpol, on peut vous rechercher, vous interpeller et vous mettre à la disposition de la justice. Alors, par rapport à la délinquance transfrontalière, est-ce que vous avez le soutien, par exemple, de l'ONU? Mais justement, nous avons le soutien de l'ONU, parce que comme je vous l'ai dit, OIPC International, Organisation de police criminelle, donc c'est une organisation internationale qui est reconnue par les Nations Unies. Et donc, vraiment, on est appuyé par les Nations Unies. Alors là, quels sont les moyens mis à votre disposition? Bon, nous avons nos moyens classiques, parce que quand même, chaque pays a ses propres moyens, a ses propres équipements. Bon, Interpol, au niveau de Interpol Lyon, lui, il met à notre disposition des données. Parce que Interpol, qui se trouve à Lyon, donc a des fichiers bien documentés sur tous les délinquants. Donc ils sont là. Les délinquants, la plupart des délinquants sont fichés. Donc il ne faut pas que les gens se disent que bon, ils vont commettre un crime ici. Là où vous pouvez vous trouver ici, en tout cas dans le territoire africain, on peut vous mettre la main dessus. Vous commettez une infraction ici, vous transférez, vous traversez le pays, vous allez ailleurs, vous pensez que vous êtes à l'abri, vous vous trompez. Parce que grâce à Interpol et à la coopération internationale, on peut vous interpeller et vous mettre à la disposition de la justice. Alors, vous êtes bien sur votre radio préférée, la radio Gadek Betawe FM, qui reçoit ce matin M. Bassamba Kamara, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle. Alors, maintenant, nous allons aborder la délinquance périurbaine. C'est quoi? Bon, la délinquance périurbaine, c'est la délinquance qui se trouve au niveau des zones urbaines. Par exemple, vous allez à Dakar. Il y a la zone purement urbaine, par exemple au niveau du plateau, mais la zone périurbaine, c'est par exemple les Parcelles Assainies, Guédiawaye, etc. C'est la banlieue. Exactement. Ok. Donc, vous savez, malheureusement, bon, au niveau de ces endroits, que l'on trouve quand même beaucoup de ces gens-là, de ces délinquants. C'est pourquoi on appelle ça la délinquance périurbaine. Bon, moi j'ai eu à être commissaire des Parcelles Assainies. À l'époque, on a vraiment beaucoup, on a démantelé beaucoup de bandes, ainsi de suite. Donc là aussi, la police est bien présente à ce niveau. D'ailleurs, récemment, le ministre de l'Intérieur a informé qu'on allait créer, je crois, 8 commissariats au niveau de Dakar, entre Dakar et Rufisque, pour renforcer le dispositif sécuritaire. Donc vous voyez, donc, le gouvernement prend en compte justement les attentes des populations au niveau de la sécurité. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est en train de faire un bon maillage, d'abord au niveau de Dakar et ensuite au niveau des régions. Ici à Tambacounda, peut-être vous avez vu, vous avez non seulement aujourd'hui la police urbaine, mais vous avez le groupement mobile d'intervention, vous avez le service des stupéfiants, vous avez également le service des, comment il s'appelle, qui est chargé de la police des frontières, qui sont bien implantés ici. Donc je crois que là aussi, c'est des actions qu'il faut vraiment souligner de la part du gouvernement qui vraiment fait tout pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur le territoire national. Ok, alors il s'y ajoute le rapt des enfants, mais là aussi la police n'a pas bien communiqué. Oui, mais vous savez, le rapt des enfants, souvent aussi il y a les rumeurs.
Vous savez, quand il y a eu ça, les gens... Vous savez, c'est le Sénégal aussi, c'est un pays de rumeurs. Quelquefois, on dit, oui, il y a des rapes d'enfants, parce qu'il y a ceci, ce sont les politiciens, ce sont les lutteurs. Mais bon, on s'est rendu compte que la plupart du temps, bon, c'était pas tellement ça. Donc, c'était des gens qui peut-être étaient venus, qui avaient des intentions, qui étaient mal intentionnés pour créer la psychose. Mais bon, je crois que depuis quelque temps, on n'entend plus parler de ça. Parce que la police et les autres services de sécurité ont réagi avec beaucoup d'efficacité pour justement jeter ou bien mettre hors d'état de nuire tous ces délinquants et ces malfaiteurs. Alors, il y a eu aussi quelques années, vous avez eu à gérer le service des stupéfiants. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur les méfaits? Oui, vous savez, les stupéfiants, ça aussi, tout le monde sait l'impact négatif que les stupéfiants, la consommation des stupéfiants a sur les jeunes. Donc, la consommation, l'usage, la détention ou la vente sont formellement interdits. Tous ceux qui s'adonnent à cela, qu'ils soient des usagers ou bien des détenteurs ou bien des vendeurs, sont punis avec beaucoup de sévérité par la loi pénale. Donc, aujourd'hui, je pense que, bon, évidemment, on ne peut pas éradiquer d'un coup de balle magique, parce que partout, il y a des consommateurs. S'il y a des consommateurs, c'est parce qu'il y a des vendeurs. Et malheureusement, la plupart du temps, les vendeurs, bon, c'est des gens sans foi ni loi, donc qui font tout pour détruire cette jeunesse. Je crois qu'aujourd'hui, cette jeunesse désespérée doit quand même se ressaisir et savoir que quand même l'usage, bien la consommation de stupéfiants ne fait que la détruire. Donc il faut que cette jeunesse-là revienne à de meilleurs sentiments quand même et cesser vraiment d'utiliser ces produits nocifs. Donc, et pour la santé et également pour ce pays. Parce que nous avons besoin quand même d'une jeunesse saine, une jeunesse vraiment parce que la jeunesse c'est l'avenir de ce pays. Donc on a besoin de cette jeunesse, vraiment une jeunesse qui aura comme intention vraiment de tout faire pour que ce pays-là soit un pays émergent, un pays développé. Donc on compte sur cette jeunesse vraiment pour vraiment tirer vers le haut donc, notre pays. Alors, pour traquer les grands trafiquants, alors comment vous procédiez réellement? Bon, vous savez, bon, on ne peut pas aussi à la radio dire qu'on va, sinon, bon, il faut connaître nos méthodes. Mais ce qui est certain, ceux qui sont chargés justement de la lutte contre ces délinquants-là, bon, ils savent comment le faire. Donc la plupart du temps, vous voyez les grandes saisies qui sont faites, aussi bien par les policiers, les gendarmes, les douaniers. Donc cela veut dire que ces gens-là travaillent et ils sont bien outillés, bien formés, donc pour vraiment mettre hors d'état de nuire tous ces délinquants-là. Ok. Alors vous avez eu aussi à travailler au niveau du vol de bétail et maintenant il y a une loi en fait qui le criminalise, mais on voit que jusqu'à présent ces faits en fait se répètent. Oui, vous savez, le vol de bétail, ça va être un peu difficile quand même pour le juguler. Bon, effectivement, moi j'ai participé parce que là aussi c'est parce que j'étais dans des zones frontalières, quand j'étais déjà commissaire de Kolda. Vous savez, dans cette zone-là, il y a beaucoup de vols de bétail au niveau de Kolda. Les gens souvent, ils volent le bétail et puis ils s'en vont dans les autres pays limitrophes. Bon, ici, là aussi, au niveau de Tambacounda, les gens, pour voler le bétail, se réfugier donc dans ces pays limitrophes ou bien dans les autres régions. Donc c'est un peu difficile, mais je pense que, bon, comme l'État a criminalisé donc, cette infraction, parce que les gens, mais il faut aussi que les gens collaborent. Vous savez, on ne peut faire une sécurité efficace sans la collaboration des populations. Donc quand les gens ont des connaissances sur la position ou bien l'intention des délinquants, ils n'ont qu'à les signaler ça au service de sécurité pour qu'on puisse vraiment les arrêter, les maîtriser et les mettre hors d'état de nuire. Donc c'est pourquoi j'insiste
sur la collaboration entre les populations et la police. Parce qu'il y va également de la sécurité pour tous. Alors, donc, si réellement il y a un vol de bétail et que vous êtes saisi, alors qu'est-ce que vous faites réellement pour traquer en fait ces s'il y a un vol de bétail, si le gars est interpellé, on le prend, on le met à la disposition de la justice. Vous savez, dans les prisons, là, il y a tellement de gens qui sont des voleurs de bétail qui sont dans les prisons. Il y en a beaucoup. Donc là aussi, je crois que c'est fait. L'État, les services de la justice sont en train de faire un excellent travail dans ce sens. Et tous les gens qui sont appréhendés sont vraiment sévèrement condamnés. Non, c'est-à-dire que la question, c'est en amont. Je parle de la recherche même. Mais les gens, vous savez, les voleurs de bétail, ils sont mobiles. Ce n'est pas des gens qui sont statiques. Quand vous volez le bétail, vous ne restez pas sur place. Ils se déplacent. Donc vous migrez, vous partez avec votre bétail. Et c'est là maintenant que les gens les poursuivent. Quelquefois, on les arrête dans les frontières, au niveau des frontières, des frontières, ou bien en tout cas au niveau des zones où on suppose qu'ils s'y trouvent. Donc, et là aussi, il y a des services spécialisés qui suivent. Bon, évidemment, c'est un peu difficile, parce que comme c'est des gens qui bougent très souvent, c'est un peu difficile. Mais je pense que les gens sont en train de faire un travail remarquable et beaucoup de ces voleurs sont en train d'être appréhendés et mis hors d'état de nuire. Ok, vous étiez aussi chargé de la formation, de la gestion et de l'administration des assistants à la sécurité de proximité au niveau des régions de Tambacounda et Kédougou, mais jusqu'à présent, ces derniers attendent en fait un statut. Bon, vous savez, les ASP, les assistants à la sécurité de proximité, c'est une idée du président de la République qui voulait d'abord à la fois régler le problème de la sécurité et le problème du chômage des jeunes. Du sous-emploi. Donc ainsi 10 000 jeunes ont été recrutés. Je crois que ce n'est pas une mauvaise chose. Et donc ces 10 000 jeunes recrutés et formés sont mis à la disposition de certains services, notamment la police, la gendarmerie et d'autres services, pour les appuyer. Et je crois qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Aujourd'hui, vous savez, ces assistants à la sécurité de proximité, bon, je crois que sur le plan médical, ils sont pris en charge. Aussi, bon, sur le plan social aussi, ils sont pris en charge. Non, je parle de la carrière. Bon, pour l'instant, vous savez, c'est des gens qui sont sous contrat. Normalement, le contrat était de 2 ans, renouvelable une fois. Mais ce contrat, parce qu'ils ont été recrutés en 2013. 2013, 2014, 1 an. 2014, 2015, 2 ans. 2015, 2016, 3 ans. 2016, 2017, 4 ans. Donc, jusqu'ici. Le contrat est épuisé. Il n'est pas épuisé parce qu'un contrat, bon, on peut le renouveler. Bon, maintenant. Moi, j'ai toujours dit, et ça c'est une position personnelle, je pense que ces gens-là, il est temps quand même que la situation soit régularisée. Moi, je pense que ces gens-là, on peut bien être. Bon, est-ce que réellement vous avez eu à faire cette proposition au niveau national? Mais je l'ai proposé. J'ai même animé des émissions à la télé pour dire que moi, je souhaiterais que ces gens-là, aujourd'hui, ils ont acquis certaines techniques de sécurisation, mais rien ne les interdit qu'on puisse les recruter au niveau de la police ou bien de la gendarmerie. Parce que le danger, c'est que tous ces jeunes-là que vous formez, ils sont là depuis 6 ans. Ils sont avec les services de police, avec les services de gendarmerie. Vous les libérez. C'est dangereux. Donc, là, il faut qu'on essaie de revoir cela et vraiment régulariser la situation. Maintenant, si ces gens-là, par exemple, sont intégrés dans la police, ou bien dans les autres services, après, on verra maintenant pour les autres qui vont venir. Comment on va régulariser notre situation? Mais aujourd'hui, moi je pense qu'il est temps vraiment que la situation de ces jeunes vraiment soit régularisée et qu'ils soient mis aussi dans de bonnes conditions. Alors on voit qu'actuellement aussi il n'y a plus de recrutement. Recrutement au niveau de la police? Des ASP, je parle. Si, il y a eu récemment un recrutement, ça fait pas longtemps. Oui, il y a eu un second recrutement. Ah ok. Ah oui, il y a eu un second. Parce que le premier recrutement, j'étais là, j'étais le chef de pôle de formation, donc
des ASP de la région de Tamba et de Gouré, ils étaient 600. 600, ok. Mais après, bon, je crois que l'année dernière, il y a eu un recrutement de 300. Donc je crois que l'État est en train de recruter. Ok. Alors, merci M. Bassamba Kamara. Alors, on va continuer dans la même lancée. Alors, aujourd'hui, vous êtes en train de rédiger un mémoire sur la déontologie policière. C'est quoi? Oui, vous savez, la police, c'est un service où nous souhaitons qu'il y ait des gens respectueux, respectables, honnêtes, intègres, qui n'auront d'autres activités que d'exercer leur mission régalienne, c'est-à-dire la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc il faut un code de conduite. Le code de conduite, ça veut dire que ces policiers, quand même, ils doivent se mettre au service exclusif des populations. Et donc, ne pas verser dans des activités vraiment qui sont contraires à la morale. Et justement, c'est pourquoi bon, donc, je suis en train de réaliser ce mémoire sur la déontologie que je vais mettre à la disposition des services compétents. Et les gens vont l'utiliser, etc. Ils vont vraiment voir ce qu'ils peuvent faire donc, pour justement faire en sorte que nous ayons le type de policier que les populations veulent. Comme je l'ai dit, un nouveau type de policier. Et qu'est-ce que vous mettez dans le nouveau type de policier réellement? Mais le nouveau type de policier, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, un policier normal, un policier intègre, un policier sérieux, un policier travailleur, un policier consciencieux, un policier qui connaît sa mission, une mission régalienne, sécuriser les personnes et leurs biens, c'est ce qu'on leur demande. Rien d'autre. Un policier qui ne sera pas corrompu, un policier qui ne sera pas violent, un policier qui sera à la disposition de la population. Voilà ce que nous cherchons, ce policier modèle. Merci M. Bassamba Kamara. Alors on voit que même à la retraite, vous continuez à défendre vos collègues policiers, parce que tout récemment nous vous avons bien suivi. Alors vous vous êtes adressé à Monsieur le Président de la République Macky Sall et vous dites qu'en tout cas il faut penser aux policiers. Sans eux, le pays allait sombrer ce 19 avril 2018. Il mérite respect et considération. Et vous continuez en disant pour déflourer le pays n'a pas basculé dans le chaos à cause des policiers. Mais je vous remercie, Keba. Ça prouve que vous me suivez et ça me fait grand plaisir. Vous savez, moi j'ai été, je crois, un des premiers à adresser une lettre ouverte au président de la République. Quand il y a eu une manifestation à la place de l'Obélisque. À l'époque, je pense que certains proches du président ne lui avaient pas dit la vérité, en minimisant par exemple les actions de ceux qui étaient là-bas. J'ai dit à M. le Président de la République, ceux qui sont là-bas, c'est le véritable peuple qui s'est adressé à vous, donc vous avez le droit de les écouter. Et ça, je lui ai dit, compte tenu vraiment de ce qu'il représente pour ce pays, il n'a pas le droit d'être sourd aux revendications des uns et des autres. Donc je pense que ça, moi je joue mon rôle d'alerte et de veille. Vous savez, le 19 avril, le pays allait basculer parce qu'il y a certains qui avaient l'intention de brûler ce pays-là. Mais je crois que les policiers ont été très professionnels. Ils ont tout fait pour que vraiment ce 19 avril-là se passe dans la tranquillité. Vous avez la loi sur le parrainage a été votée normalement. Bon, il y a eu évidemment des problèmes, mais en tout cas, ce qu'on craignait n'a pas eu lieu. Et nous l'avons fait également le 23 juin 2011. Là aussi, je crois que les policiers ont été à la hauteur, bien qu'il y a eu quelques dérapages. Donc, je pense qu'aujourd'hui, même étant à la... Parce que moi, je dis, un policier n'est jamais à la retraite. Comme je vous l'ai dit, bon, moi, je suis de la famille. Je suis né dedans. Donc, je mourrai policier. Même si j'ai 100 ans, 120 ans, j'exercerai toutes mes activités de policier, de veille, de conseil, etc. Et Dieu merci. Est-ce que jusqu'à présent, la police vous sollicite?
Mais moi, Dieu merci, aujourd'hui, j'ai des jeunes collègues, les jeunes collègues, que ce soit le directeur général et tous les directeurs, bon, qui me vouent une estime et une considération exceptionnelle. Et ça, je les remercie pour cela. Ils écoutent mes conseils. Et chaque fois que je vais voir certains d'entre eux, ils me disent, mais doyen, vous pouvez rester ici avec nous pendant 2 heures de temps, vous ne parlez que de police. Vous ne parlez pas de personne, vous ne parlez pas de ce, vous ne parlez que de police. Vous ne parlez que pour l'intérêt de la police. Parce que j'ai dit, oui, ça c'est mon rôle. C'est votre vie. C'est ma vie, la police. Alors, pour revenir un peu à la question, alors qu'est-ce que vous voudrez que le président fasse réellement? Bon, c'est-à-dire, le président quand même, moi je dis, comme je l'ai écrit dans les réseaux sociaux, j'ai dit, bon, le président aussi, dans le cadre de la distribution des ressources, doit penser à ses policiers. Hein, c'est des gens qui donnent leur vie, hein, donc pour quand même que les autres aient la paix et la tranquillité. C'est pourquoi j'ai dit, le 19 avril, ces gens-là, c'est grâce à eux que le pays n'a pas basculé, et que le président aussi, pour basculer. En quoi faisant concrètement? En quoi faisant? Mais justement, sur le plan matériel, que le président essaie aussi de revoir à la hausse les indemnités, etc., etc. Et l'effectif ne pose pas problème? Non, aujourd'hui, vraiment, on est en train de faire beaucoup de recrutement. Vous savez, en matière de police, il y a des normes internationales qui sont exigées. En temps de paix, il faut un policier pour 1000 personnes. C'est le ratio. Et en temps de trouble, il faut un policier pour 500 personnes. Vous savez, à l'époque, avant 1987, la police, ce ratio était respecté. Avant 1987. Avant 1987. Oui, on avait... Le Sénégal avait, je crois, 6 millions d'habitants, 6 à 7 millions. Et la police, les effectifs de la police tournaient autour de 6 900. Donc on était vraiment dans les normes. Mais à partir de 1987, bon, vous avez eu la radiation des policiers, bon, etc., etc. Donc il y a eu cette radiation qui a fait très mal à la police. Mais ensuite aussi, il y a des départs massifs à la retraite. À un moment donné, vraiment, il y a eu beaucoup de difficultés. Je vous assure, moi, j'ai géré ici à des moments très difficiles. Un commissariat qui devait avoir au minimum 80 personnes, moi je me suis retrouvé ici une fois avec 20 personnes. C'est difficile. Donc, vous voyez, mais aujourd'hui, l'État a compris cela et est en train de faire des recrutements. On est vraiment en train de tout faire pour respecter ce ratio. Aujourd'hui, je ne vous dévoilerai pas les effectifs actuels de la police, mais je sais que vraiment aujourd'hui, on est en train vraiment d'atteindre ces normes qui sont normalement recommandées par les Nations Unies. Alors, j'ai vu également que vous êtes un sportif parce que vous avez porté sur les fonds baptismaux donc l'ASC Police et vous avez pratiquement traversé les beaux jours. Maintenant, on ne parle plus de l'ASC Police. Bon, je vous remercie, Keva. Vous savez, l'AS Police, j'ai dit l'AS Police, moi, c'est mon bébé. En 1987, à la radiation de la police, l'équipe de la police a été dissoute. Comme la police a été radiée. Bon, personnellement, je me suis investi avec beaucoup de difficultés. Je suis allé voir les autorités pour dire qu'il faut qu'on reconstitue cette police-là. Parce que c'était le seul réceptacle qui nous permettait, entre policiers, de nous réunir, et également le pont entre la police et les populations. Parce que tant que nous vivions, nous étions sur le terrain. Parce que la police avait aussi des supporters civils. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de formidable. Donc ça, j'ai fait comprendre ça à l'autorité, qui nous a permis de reconstituer cette équipe-là. Et je me souviens, j'ai été l'initiateur. J'ai écrit d'abord le règlement intérieur et j'ai fait les propositions de statuts qui ont été amendées et adoptées lors d'une assemblée générale.
où j'ai été élu secrétaire général. C'était en 1989. Et à l'époque aussi, bon, nous avons tout fait dans notre parcours, de faire monter l'équipe de football en première division. L'équipe de basket, nous l'avons maintenue en première division. Nous avons une équipe d'athlétisme, une équipe de volley qui était pratiquement régulièrement champion du Sénégal, vainqueur de la Coupe. Et d'ailleurs, cette équipe de volley, je l'ai conduite à 2 reprises à la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe à Meknès en 1992 et à Tunis en 1993 à la Coupe d'Afrique des clubs champions. Donc je pense que bon, nous avons travaillé là. Et je dis également au niveau de l'AS Police, nous avons été le premier club à organiser un combat de lutte. Le 7 juillet 1989, l'AS Police a organisé le combat entre Moustapha Gueye et Balibé numéro 1. Et je crois qu'aussi ça, c'est des activités vraiment qui étaient quand même très bien saluées. Alors, donc à côté également du football, vous aviez également d'autres sections? Oui, nous avons la section de volleyball, comme je vous l'ai dit, qui était champion du Sénégal, vainqueur de la Coupe. Nous avions la section de basket, nous avions la section d'athlétisme, nous avions voilà, la section des arts martiaux. Donc je crois que toutes ces sections ont marché. Mais... Et maintenant, c'est la table rase. Que de vieux souvenirs. Oui, c'est de vieux souvenirs. Et des regrets. Oui, et des regrets. Mais vraiment, je ne voudrais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué. Mais vraiment... Mais la police, quand même, ne mérite pas tout cet échec-là. C'est un échec, quand même. C'est avec un pincement de cœur que je vois. Moi, je suis venu ici à Tambacounda, amener l'équipe de police ici. J'ai joué contre le Coton Sport, j'ai joué contre la Sodefitex, etc. Donc j'ai fait le tour du Sénégal. J'ai mis les pieds partout, sur tous les terrains du Sénégal. Mais dans tout ça, où sont vos prédécesseurs? Ou bien ils ne font pas le poids? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Mais vous savez, le sport aussi, il faut l'aimer. Moi, je suis issu du mouvement associatif. J'ai été à Rufisque président de club. Si vous allez à Rufisque, au quartier Saint-Étienne, il y avait une équipe Naïta Déo, j'ai été président de ce club. Et bon, ensuite je suis venu à la police, bon, j'ai donc dirigé cette police-là, etc. Et à l'époque aussi, j'avais de grands amis dans cette police, les Tassirou Diallo, les Chita, etc. Et ainsi de suite, au niveau du basket, les Yamar, etc. Donc, vraiment, c'est. Vous savez, moi je suis un sportif. J'aime ça et je me suis sacrifié pour la police. Aujourd'hui, quand je vois que cette équipe a pratiquement disparu, ça me fait très mal. Bon, maintenant, c'est aux nouvelles autorités de la police de se débrouiller pour essayer quand même de remettre cette équipe-là. Parce que ce n'est pas normal que la police disparaisse. Pour tout ce que nous avons représenté ici. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote de Kéba. En 1979, l'équipe nationale du Sénégal était invitée au Burkina. Ça ne s'appelait même pas Burkina, ça s'appelait la Haute-Volta. Alors, donc le Sénégal avait désigné l'équipe de l'AS Police pour aller jouer contre l'équipe nationale de la Haute-Volta. On a battu la Haute-Volta par 3-0 à Ouagadougou. Alors les gens, après, ils ont fait des investigations. Ils se sont rendus compte que c'était un club qui est venu battre l'équipe nationale. L'équipe nationale. Ça avait créé un tollé. Un tollé. On a voulu même dissoudre la fédération. Bon, il a fallu que l'entraîneur à l'époque, notre doyen Koya, aille à la radio pour dire écoutez, bon, ça c'est vraiment l'équipe nationale. Effectivement, parce qu'à l'époque aussi, la police renformait près de 15 internationaux. Donc pratiquement tous les ténors de l'équipe nationale. Okay. Mais c'est le fait que, par exemple, bon, que l'essentiel de ceux qui étaient là-bas étaient de l'AS Police. Donc, ouais. Qui constituait l'ossature. Et ensuite, l'AS Police, ici, je vous dis, l'AS Police est le seul club au Sénégal qui a remporté à 2 reprises la Coupe UFOA, 13 kilos d'or. Et nous allions même remporter la Coupe pour la 3e fois. Si nous l'avions remporté, on serait en possession de ces 13 kilos d'or. Notre premier match aller, nous avons battu ici l'équipe de Côte d'Ivoire, c'était je crois le Stella d'Abidjan, par 3-1. Et au retour, on pensait qu'on allait gagner, mais malheureusement, ils nous ont battu par 4-1. C'est comme ça que nous avons perdu. Mais nous l'avons gagné à 3 reprises. Nous l'avons gagné à 2. C'est le seul club qui l'a fait. Et l'équipe de basket aussi a été champion du Sénégal, etc. L'équipe de basket a remporté à plusieurs reprises la Coupe du Sénégal, le championnat, etc. Et nous avons eu
beaucoup d'internationaux. Vous vous souvenez aussi de Keleti Kidjane qui est d'ici, natif d'ici, bon, qui a fait les Beaux Jours, les Yamarsam, les, comment il s'appelle, qui baigne de Saint-Louis, là, etc., les L'Enfant-Bas, etc. Bon, vous voyez, même dans les réseaux sociaux, souvent, bon, ils communiquent avec moi, etc. Donc, vraiment, c'était des gens, là, il quand même a connu ses heures de gloire ici. Aujourd'hui, bon, c'est un peu difficile qu'on ne puisse pas voir cette équipe-là émerger, et je trouve que ce n'est pas normal. Il faut que les jeunes générations, parce que nous avions aimé, parce que nous aimions le sport. Nous étions issus du mouvement associatif. C'est pourquoi nous sommes investis. Moi, je vous le dis, j'ai risqué ma vie pour cette équipe de l'AS Police. J'ai conduit cette équipe de l'AS Police en Casamance, alors que personne n'osait aller là-bas. À l'époque, en 1998, personne n'osait aller là-bas. Et nous avons sauvé le championnat comme ça. Parce que nous sommes allés là-bas, nous avons joué. Et en 1998 également, quand nous montions en équipe première, j'ai voyagé avec l'équipe de l'AS Police sur le bateau, le Diola, qui était plein. Ce bateau s'est même perdu en mer. Nous devions arriver à 15h, nous devions arriver à 13h, nous sommes arrivés à 15h. Le bateau s'était perdu en mer. Nous avons joué notre dernier match contre le Casasport que nous avons gagné. Et c'est pour vous dire. Ça, c'est des risques et tout. Mais ça, nous l'avons fait parce que nous aimions ça. Bien sûr, bien sûr. Ok, toutes mes félicitations à mon commissaire. Alors, je voudrais savoir maintenant, avec le recul, vos rapports avec l'actuel commissaire de police de Tambacounda. L'actuel commissaire de police, c'est mon jeune frère. Il a été mon adjoint quand j'étais commissaire de Kolda. Il a été mon adjoint. C'est quelqu'un vraiment qui est très bien, il est super, il est formidable. C'est un grand professionnel, il est très sérieux. Est-ce qu'il vous écoute? Mais il m'écoute beaucoup. Non seulement il m'écoute, mais il me respecte. Et ça, je le remercie pour ça. Quand je viens, je vous raconte une anecdote. Je suis venu ici une fois, les hôtels étaient pleins et tout ça, mais il a quitté son domicile, il m'a laissé sa chambre qui était climatisée, il est allé se débrouiller, il m'a laissé ça. Et chaque fois que je viens ici, vraiment, il s'occupe de moi. Donc vraiment, c'est quelqu'un vraiment que je soutiens. Et j'ai pris pour qu'il réussisse sa mission. Parce que je le connais, il est brillant, il est sérieux. Et c'est un bon musulman. Alors, à quand la réhabilitation du commissariat de Tambacounda? Justement, vous savez, quand j'étais ici, ce qui d'ailleurs m'a poussé à rester, j'avais des projets. C'était de faire en sorte qu'il y ait un bureau des passeports. C'est fait. C'était qu'il y ait un cantonnement de GMI. C'est fait. Je voulais également l'érection d'un hôtel de police. On avait des financements et tout. On avait le terrain, le garage Kotiari. Et l'entrepreneur était là. Il a commencé à construire. Mais malheureusement, bon, une partie de la population n'en a pas voulu. Ils sont venus casser tout ce que l'entrepreneur avait fait. Bon, il y a eu des difficultés. Bon, on a discuté avec les gens qui nous disaient, bon, les jeunes nous disaient que c'était un terrain de football, ils s'entraînaient là-bas. Certains chefs religieux nous disaient qu'ils priaient là-bas, etc. J'espère que le projet n'est pas tombé dans l'eau. Le projet n'est pas tombé à l'eau parce que récemment, je suis allé voir le maire chez lui. Et j'ai appelé le directeur du matériel de la police, le général Pamba Kefei, je l'ai mis en rapport avec le maire. Ils ont discuté. Et le gars, le général a dit au maire, dès qu'ils auront un terrain disponible ici, ils viennent le lendemain pour construire un hôtel de police. Donc je crois que l'espoir est permis. Et si vraiment nous avons un terrain ici au niveau de Tambacounda, rapidement on va ériger un hôtel de police digne de son nom. Alors vous avez partagé un lien, l'Indonésie adopte la castration et la peine de mort pour les pédophiles. Donc vous, qu'est-ce que vous pensez de la pédophilie? Bon, vous savez, la pédophilie c'est un crime. Donc vous savez, ça c'est amoral, bon, c'est contraire à nos mœurs. Donc, je pense que tous ceux qui s'adonneraient donc à cette activité doivent tomber sur le coup de là et doivent être sévèrement sanctionnés. Voilà mon opinion là-dessus. Alors maintenant, on va aborder la deuxième partie, à savoir le côté politique, parce que vous vous êtes reconverti et on vous voit maintenant avec Thierno Arabiou Diallo.
Je vous remercie, Keba. Moi, je dis, Tamba m'a tout donné. Et c'est par devoir de reconnaissance que je reviens ici. Et je suis disposé à travailler avec n'importe quel Tambacounda qui veut travailler pour cette commune, pour l'émergence et le développement de cette commune. Thierno Arabiou, c'est un ami à moi, c'est un jeune frère. Il est connu en 2010. Bon, il avait ses activités, c'est un marabout. Il ne faisait pas de politique. Mais quand il m'a sollicité, il m'a parlé de son projet, mais il y a un problème. Je viens avec vous, je vous accompagne, je vous encadre. Je ne suis pas membre de son staff, il a un staff bien organisé. Il y a un coordinateur du nom d'Issa Gassi, il y avait les jeunes, c'est Oumar Sangot, etc. Ils sont là vraiment, qui le secondent très bien. Moi, je suis son conseiller spécial. Je le conseille, je l'encadre, je le mets en rapport qui le droit. Et nous sommes en train de tout faire, de massifier ce mouvement. Ce mouvement, son principal objectif, c'est la réélection du président Macky Sall au premier tour au soir du 24 février 2019. Alors, mais monsieur le commissaire, est-ce que le mouvement est opportun dans la mesure où Thierno Arabiou est même militant de l'APR? Thierno n'est pas militant de l'APR. Thierno, il est ami au président de la République. Il veut sa réélection. Vous savez, je ne sais pas si ça, on peut le dire. C'est parce que peut-être il ne s'entend pas avec les autres leaders de la localité qu'il a eu l'idée de créer son mouvement. Non. Réellement, il est militant. Parce que moi, je l'ai suivi depuis fort longtemps. Oui, mais c'est-à-dire aussi, bon, il faut qu'on se dise la vérité. Vous savez, la léthargie qu'il y a ici. Quelle léthargie? Les politiciens ne sont jamais ici sur place. Et la nature a horreur du vide. Et on ne peut pas laisser ce vide-là comme ça, qui va être exploité par l'opposition. C'est pourquoi Thierno a dit, moi je vais travailler dans ce sens. Il est allé récupérer tous les mécontents. Quand nous sommes allés dans les départements, dans les villages, les gens étaient mécontents, les gens voulaient quitter la mouvance présidentielle. Mais Thierno les a récupérés. Il a demandé à ceux qui reviennent au Bercail de soutenir le président de la République. Et ces gens ont dit, il n'y a pas de problème. Mais ils ne rentrent pas dans le cadre de la paix. C'est tout. Donc, Thierno, aujourd'hui, il n'a aucun contentieux avec la paix. Il est là pour la réélection du président de la République. Et ça, il ne faut pas qu'on le dévie de son objectif. Il n'est pas là dans des combats de clans, etc. Non. Il est là pour la réélection du président de la République. Et il va le faire. Alors, est-ce que Thierno Arabiou est de bonne foi? Est-ce qu'il n'est pas là uniquement pour ses propres intérêts? Non, vous savez, Thierno, il n'est pas ministre. Thierno n'est pas député. Thierno n'est pas DG. Il n'est pas PCA. Il n'est pas maire. Il n'est même pas conseiller municipal. Donc, tout ce qu'il a, ce sont ses fronts propres. Mais paraît-il qu'il a été appuyé par le président de la République? Justement, voilà. Vraiment, ça, c'est vraiment, c'est des informations erronées. Thierno n'a pas reçu un seul rotin de la part du président de la République. Tout ce qu'il fait, il le fait sur fonds propres. Les financements qu'il fait, les journées de prière qu'il organise depuis presque 5 ans, il n'a pas reçu de financement de qui que ce soit. Il le fait sur fonds propres. Aujourd'hui, moi je dis, il est temps aussi que le président aussi fasse quelque chose pour lui. Le président est en train de distribuer des prébendes, des voitures, il donne ça à des gens, etc. Et pourtant, Thierno est en train de travailler mieux que ces gens-là. Donc le président, je crois qu'aujourd'hui, même s'il ne le dit pas, moi je le dis ici. Non seulement je le dis, mais je vais adresser une correspondance au président de la République pour lui dire de venir en aide à Thierno. Alors, qu'est-ce qui vous lie à Thierno Arabiou réellement? Thierno, c'est mon jeune frère, c'est mon ami, c'est un marabout. Donc, je l'ai connu depuis 2010. Parce que, je vous dis, Keba, en 2011, quand tout le monde avait abandonné le président Macky Sall, en ce moment Macky Sall était candidat, personne, parce que quand Macky Sall venait ici, il n'y avait que le maire Nambala qui le soutenait. Tout le reste, de l'autre côté, les gens sont venus soutenir Macky Sall au deuxième tour.
On a vu le président Wade quand il est venu ici, il faisait son meeting ici devant la police là. On a vu ceux qui étaient à ses côtés. Aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui s'activent pour dire oui, je suis proche du président. Alors que ces gens-là, bon, à un moment donné, ils étaient tous contre Macky Sall. Mais aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui récoltent ces fruits-là et le président Macky Sall est en train de... Mais ces derniers auront une dent contre vous, hein, monsieur le commissaire. Ils n'auront aucune dent contre moi. Parce que moi, aujourd'hui, ma posture ne me permet même pas d'entrer dans ces histoires de clans. Je vais vous dire, il y a 2 ou 3 ans, quand un responsable politique, ne pas le nommer, pas Bandedier, voulait faire sa rentrée politique. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas faire une rentrée politique sans des ténors de la PR ici. Et les ténors, c'était qui? C'était Mambala et c'était Yaya. Je suis allé avec lui pour voir le maire Mambala chez lui pour dire au maire, vous êtes mon ami, vous êtes mon jeune frère, votre présence à ce meeting vraiment vous grandirez. Et il a accepté ça pour moi. Et j'ai fait la même démarche, je suis allé voir Yaya chez elle à Saragile, accompagné toujours de Mambala, de Papanda. Et nous lui avons remis sa carte, Yaya est venu. Et ce jour-là, tout le monde, les Tambacounda étaient étonnés de voir tous ces différents leaders, côte à côte, ensemble. Et moi, j'étais là, devant. Là, je suis pas politicien. Vous étiez le principal maître d'œuvre. Mais on l'a fait. Parce que j'ai dit aujourd'hui, Tamba a besoin de l'idée. Mais à l'époque, vous avez eu aussi les félicitations de monsieur le ministre Maître Sidiki Kaba. Mais vous savez, Maître Sidiki Kaba, moi, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère, il restera mon grand frère. C'est un grand frère, c'est un parent. J'ai eu vraiment à le côtoyer, à un moment donné. Mais bon, jusqu'ici, je garde de bons rapports avec lui. Hein. Bon, s'il vient ici, s'il me suit, je vais le voir. Mais j'ai dit aujourd'hui, mais j'ai décidé de travailler concrètement avec Thierno Arabiou Diallo. Oui, mais réellement, on n'a pas compris la distance qui existe entre vous et le ministre. Non, il n'y a pas de... Vous savez d'abord, objectivement, le ministre n'a pas beaucoup de temps pour rester. Aujourd'hui, il est ministre des Affaires étrangères. Il passe la plupart de son temps à l'étranger. Vous avez vu, quand il n'est pas là, c'est pratiquement le désert. Vous savez, aussi, il faut qu'il s'organise pour qu'en son absence, vraiment, le parti fonctionne. Bon, mais malheureusement, il n'a pas assez de temps pour consacrer ses dessus. Alors, vous tournez le dos à monsieur le ministre pour s'accompagner avec monsieur Thierno Arabiou Diallo. Est-ce que c'est pertinent? Non, je n'ai pas tourné le dos au ministre. J'ai dit, mais le ministre ne m'a confié aucune mission spéciale. Donc, je ne vais pas tourner le dos. Il ne m'a confié aucune mission spéciale. C'est-à-dire, le ministre, on se voyait, bon, on se rencontrait, on causait, on discutait, etc. Mais ça s'arrêtait là. Bon. Mais Thierno, lui, il m'a fait confiance. Il m'a dit, je vous fais confiance. Il sait ce que je peux lui apporter. Vous savez, dans cette ville-là, quand même, moi j'ai été commissaire ici pendant 5 ans. Je sais qui est qui vaut quoi, qui pèse quoi. Je connais tout le monde ici. Donc, aujourd'hui, ce vécu, cette expérience, j'ai décidé de le mettre à disposition de Diallo. Il m'a sollicité, mais je l'ai fait pour lui. Donc, c'est uniquement ça. Mais encore une fois, je n'ai aucune dent contre qui que ce soit. La preuve, avant-hier, j'ai le maire de la commune, que je respecte beaucoup, qui est mon ami, on s'est croisé dans un gameau à Botou, ensemble. On s'est croisé encore, je crois, au Nguel. C'est les Serrères. C'est les Serrères, etc. Et je continue à le fréquenter. Bon, on discute, etc. Je vous l'ai dit l'autre jour, je suis allé chez lui et je l'ai mis en rapport avec le général Pamba Kefei pour qu'il trouve un consensus pour la réunification de notre tête de police ici. Ça veut dire que moi, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit ici. Et d'ailleurs, si je devais avoir des problèmes avec ici, vraiment, j'allais me retirer. Ok. Alors, le mouvement Maki et Kewal, qu'est-ce que cela veut dire réellement? Maki et Kewal, c'est en foulard, ça veut dire majorité. Donc, la majorité pour Maki. Donc c'est comme ça, Maki et Kewal, la majorité pour Maki. Donc, alors on a vu également que présentement vous êtes sur le terrain. Alors quelles sont les différentes activités que vous avez eu à mener? Bon, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de massifier le mouvement. Nous sommes allés dans le Bundu, nous sommes allés là... Mais comment vous êtes accueillis? Mais avec beaucoup d'enthousiasme. Je vous assure,
Mais il faut voir quand Tcherno rentre dans ses contrées, comment il est accueilli. Il est accueilli comme un roi. Triomphalement. Triomphalement, je vous assure. Triomphalement. La dernière fois même, non seulement il menait ses activités politiques, mais on lui avait donné le prénom d'un garçon qui est né là-bas. Nous sommes allés pour ce baptême. Et je vous assure, il a été accueilli triomphalement. Vous avez vu l'autre jour, il a fait un meeting ici au niveau du garage Kotari, où il y avait tous les gens du département, et même de Kédougou qui sont venus ici. Donc ça veut dire que Tcherno est en train de travailler, il est en train de travailler, il est en train d'occuper le terrain. Et nous allons vraiment l'appuyer, être avec lui. Bon, vous savez, depuis un mois que je suis là, moi j'ai abandonné ma famille à Dakar, rien que pour appuyer Tcherno. Je suis là depuis lors. Et je crois que jusqu'ici, on est en train de voir les réformes et on va continuer. Alors, d'ici la présidentielle, qu'est-ce que vous envisagez de faire concrètement? Aujourd'hui, Macky et Kewal, nous avons près de 700 comités. Vous avez bien dit 700? 700 comités. Nous avons près de 20 000 adhérents. Et nous comptons porter ça à 100 000 d'ici 2019. 100 000 adhérents. 100 000. Vous savez, le fichier électoral au niveau de Tamba, ça tourne autour de 100 000. Mais nous allons porter ça à 100 000. Donc cela veut dire que vous voulez régner en maître et mettre peut-être les autres hors d'état de nuire, les autres ténors ici présents. Non, on ne met pas ça hors d'état de nuire. Nous, je vous dis, nous travaillons, nous avons notre chemin. Nous avons une mission, c'est de réélire le président de la République. Et personne ne peut nous dévier de ce chemin. Ceux qui veulent travailler avec nous, ils n'ont qu'à venir. Mais nous n'allons pas nous mettre des requis que ce soit. Ça, il faut que ça soit clair. Alors, si je comprends bien votre démarche, vous voulez suppléer donc Monsieur le ministre Mersidiki Kaba, les Malal Kamara, Mambalalo et les autres. Bon, suppléer, non, je ne dirais pas suppléer, mais c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, nous, il n'est pas interdit de créer un mouvement de soutien. Un mouvement de soutien fait partie de la mouvance présidentielle. Donc, nous sommes là. Nous sommes là en train de travailler, mais les gens de la paix, ils n'ont qu'à travailler de l'autre côté, mais nous aussi on travaille. L'essentiel, c'est qu'au finish, que le président soit réélu. Voilà notre objectif. Mais on est contre qui que ce soit, on ne va combattre qui que ce soit, on va jeter le discrédit sur qui que ce soit. On va être correct, civilisé avec tout le monde. Il ne peut pas en être autrement. Parce que nous tous, notre mission, c'est de réélire le président de la République. Donc, normalement, il ne doit pas y avoir de problème entre nous. Alors, est-ce que le mouvement Macky et Kewal est légal et reconnu même par le président de la République? C'est très légal, parce que la preuve en est que les journées de prière que Tcherno fait depuis 5 ans sont connues du président de la République. Et c'est des journées qui sont spécialement dédiées. Non, je veux dire, est-ce que vous avez une reconnaissance juridique? Nous avons tout. Vous avez tout? Nous avons tout, nous sommes légaux. Oui. Mais si on n'était pas légal, on n'allait pas le faire. Mais le mouvement n'est pas un parti. C'est un mouvement de soutien. Et ce n'est pas interdit de le faire. Voilà. Donc, à ce titre, donc, nous rayonnons partout sur la région. Et mieux, dans un avenir proche, nous allons en faire un mouvement national. Parce qu'il y a des gens qui nous appellent. Parce que la dernière fois, à notre dernier meeting, il y avait des représentants qui sont venus de Kédougou. Aujourd'hui, il y a d'autres régions qui nous appellent pour vraiment adhérer à ce mouvement. Est-ce que vous aurez les moyens de votre politique? Bon, les moyens, vous savez, les moyens ne sont jamais suffisants. Mais en tout cas, on va faire avec ce que nous avons. Et aujourd'hui, nous sommes déterminés. Parce que vous savez, avec la foi, on peut soulever des montagnes. Donc vraiment, nous avons la foi et nous avons confiance à Tcherno et qui lui-même est déterminé pour soutenir le président de la République. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République doit être réélu en 2019. Donc c'est ça notre objectif, réélire le président de la République. Donc à quand est-ce que vous allez demander une audience? Avec le président? Bien sûr. Bon, nous sommes dans ces dispositions. Oui, vous savez, le président aussi, il a un agenda très chargé. Mais donc, sous peu, nous allons... Moi, je dis non seulement le président va nous recevoir, mais nous allons faire venir le président ici chez Tcherno. Vous-même? On va le faire. On va faire venir le président ici chez Tcherno. C'est moi qui vous le dis, Keba.
C'est possible. Mais comment? Si je vous le dis, il faut croire. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Vous savez, moi, j'ai fait 38 ans de service. J'aurais pu aller me reposer. Si je me suis engagé, c'est parce que j'y crois. Alors, je crois entièrement, je crois au président de la République. Alors, comment se porte la paix à Tambacounda? Bon, moi, vraiment, je ne voudrais pas vraiment m'insérer dans les affaires de la paix. Déjà, eux, vous savez comment ils sont. Bon. Comment ils sont? C'est-à-dire, ils sont divisés, c'est ça? Ah, en tout cas, ils sont là. Oui, parce que réellement, ils ne parlent pas le même langage, les différents leaders. Ah, ça les concerne. Ils n'ont qu'à se retrouver. Mais attention, vous aussi, votre personnalité est engagée. Moi, parce que vous êtes un patriarche. Ce que je vous dis, j'ai dit ce que j'ai fait lors du meeting de... Mais vous devez continuer. Oui, mais vous devez continuer si les gens vous font confiance. Mais si les gens vous négligent, ils ne vous font pas confiance. Moi, je ne vais pas courir derrière les gens. Je ne le ferai pas. Moi, j'ai travaillé pour ce pays-là. Pendant 38 ans, j'ai eu toutes les médailles. Et même à la retraite, le président continue à me décorer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce sont les gens qui doivent venir me voir. Et pas le contraire. S'ils ne le font pas, moi, je travaille avec celui qui me fait confiance. Voilà le problème. Moi, je ne courrai derrière personne ici. Parce que je vous dis aussi, Eva, il faut qu'on soit clair. Tamba n'est la chasse gardée de personne. Elle n'est la chasse gardée de personne. Moi, je dis, souvent je fais une métaphore. Je dis, Tamba, c'est comme une jeune fille, une très belle jeune fille. Quand on aime une jeune fille, on la courtise, on la cajole, on lui fait des cadeaux et on la possède. Cette fille-là, si vous faites ça pour elle, elle va être votre propriété. Mais si cette fille-là, vous l'abandonnez, elle vous abandonne. Donc, moi je dis encore une fois, j'aime Tamba, et Tamba même, et je vais continuer à le faire. Et moi aujourd'hui j'ai dit, mon objectif essentiel, mon objectif principal, c'est voir le développement et l'émergence de Tamba. Il n'y a que ça. Parce que Tamba m'a tout donné. Tamba, j'ai tout eu ici. J'ai renoncé à des postes de responsabilité, des postes directionnels. J'ai renoncé à des postes aux Nations Unies. Grâce à l'amour que j'ai pour cette ville-là. Parce que aussi cette ville-là, les gens... Vous savez, moi, ici, quand je viens ici, moi, je me promène à pied. Je rentre dans toutes les familles. Je vais, même les jeunes, je n'attends pas la campagne électorale pour le faire. Ça, je crois que ça aussi, c'est pas normal. Attendre la campagne électorale pour aller vers les gens. Non, moi, je dis, je l'ai toujours fait et je le ferai. Et quand j'étais là, j'ai fait du social. Bien sûr. J'ai fait beaucoup de social ici. J'ai fait des choses que les politiciens n'ont pas faites. Quand à Djinkoré, la route Djinkoré nationale, c'est moi qui l'ai tracée. Quand je suis venu là-bas, le marabout m'a dit, commissaire, nous avons un problème. J'ai dit, quel problème? J'ai dit, un problème de route. J'ai appelé un ami, en ce moment, ils étaient en train de travailler ici. Il est venu me trouver là-bas. Et il m'a sorti une route de 4 km. Mais ça, c'est du concret. Et j'ai renouvelé ça au niveau de Botou. Le marabout de Botou m'a sollicité parce qu'il voulait un terrassement. Il y avait une entreprise qui était là. Je suis allé voir cette année, les gens ont quitté Djinkoré pour aller jusqu'à Botou, 20 km. Ils ont terrassé et ils ont tracé une route. Ça, c'est du concret. Mais en ce moment, où étaient les politiques? Les politiciens, vous savez, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Bon, moi, je ne jette la pierre sur personne. Mais je dis encore une fois, moi, j'ai été affecté ici comme fonctionnaire. J'aurais pu faire comme tout le monde. Travailler, le peu que je gagne, je garde ça pour moi et ma famille. Mais j'ai dit non, si je le fais, je ne serai pas reconnaissant avec ces enfants. Vous savez, Tamba, les gens viennent ici avec un petit baluchon. Quand ils partent avec les camions. Ils ont tout obtenu ici. Bien sûr. Moi, j'ai dit non. C'est vrai, je vais partir avec beaucoup, mais aussi je vais ramener beaucoup. Oui, c'est pourquoi je viens ici. Les gens me disent, oui, Tamba, c'est loin, la chaleur. Je dis, moi, quand je suis à Tamba, ça me rajeunit, Tamba. Il y a la chaleur humaine. La chaleur humaine, justement. Je viens, je suis avec mes amis, etc., etc. Ok, mais monsieur le commissaire, on voit que vraiment vous êtes dispersé dans la mesure où la première femme réside à Dakar, la deuxième à Louga et vous à Tambacounda.
Donc, c'est difficile. Non, c'est difficile. Non, c'est pas difficile. Parce que je le fais. Oui, oui, par rapport à la distance, par rapport à votre âge. Mais ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème jusqu'ici. Comme Dieu nous donne encore la force de le faire, on le fait. Bon, ma seconde épouse, elle est enseignante à Louga. Bon, la première, elle est à Dakar. Bon, à Rufisque, il y a la famille là-bas. Mais ça ne me gêne pas. Donc, je ne suis pas dispersé. Alors, réellement, vous voulez terminer vos vieux jours où? Dans quel... Je veux terminer mes vieux jours à Tambacounda, si Dieu le veut. Mais pratiquement, vos femmes ne sont pas d'accord. Mais non, vous savez, d'accord ou pas. Parce que vous ne pouvez pas vivre comme ça dans la solitude. Mais je crois que, bon, moi je suis en train de les convaincre. C'est un peu difficile, mais je suis en train de les convaincre. Bon, de toutes les façons, bon, les enfants bon, sont déjà grands et tout ça, donc il n'y a pas de problème. Donc, parce que quand je suis à la maison là-bas, je suis seul avec ma femme. Bon, à Louga aussi, je suis seul là-bas avec bon, ma femme aussi. Donc je crois que l'idéal, c'est vraiment qu'elle me rejoigne ici. Et je crois qu'ils vont le faire. Parce que quand je quitte ici et que je les rejoins, elles voient l'état physique dans lequel je me trouve. Je suis rajeuni. Vous êtes en pleine forme. Je suis en pleine forme. Vous voyez. Mais quand je suis à Dakar, je suis à l'étroit. Mais quand je suis ici, je rayonne. Je suis bien ici à Tamba. Et puis Tamba, Keba, une deux choses. Tamba, c'est une ville qui m'a apporté beaucoup de bonheur. Ça aussi, il faut que je le dise. Il faut le dire, haut et fort. Il faut être honnête aussi. Moi, j'ai tout obtenu ici. À Tambacounda. À Tambacounda, vous savez, quand j'étais à Dakar, je suis resté pendant longtemps, je voulais aller à la Mecque. Ça n'a pas abouti. Mais le directeur général est venu ici. C'est là qu'il est venu m'annoncer que je vais être désigné comme chef de la mission de sécurité du ministère de l'Intérieur pour le pèlerinage à la Mecque. Ça m'a trouvé ici. C'est extraordinaire. À partir de Tamba, j'ai eu 2 décorations, le truc de commandeur du mérite, je l'ai eu ici, commandeur de la nation, je l'ai eu ici. Donc, vous voyez, donc il y a tout ça, sans compter maintenant, mais tous mes amis, ici, je vous dis, même, il y a des artistes ici, qui sont ici, qui ont fait 5 cassettes pour moi, 5 CD. 5 CD pour 5 CD pour moi. C'est des gens très reconnaissants, et je leur suis très très reconnaissant. Et même je sais que quand je suis absent, les gens, ces artistes-là, dans leurs prestations, ils ne m'oublient pas. Et pourtant je ne suis pas là. J'ai des homonymes ici. Avant-hier, je suis allé à un mariage à Sarekile, les gens me rappelaient. J'ai des homonymes aussi, même dans le Kédougou. Vous voyez. Si je ne Comment vous faites pour gérer tout ce beau monde-là? Mais justement, c'est difficile là. Non, c'est pas difficile, mais c'est au contraire. Mais c'est une excellente chose. C'est une excellente chose. Vraiment, je suis très content de ces gens. Et vraiment pour l'estime qu'ils portent à ma modeste personne. Et je leur en serai reconnaissant éternellement. Et même le président de la République voulait vous rencontrer ici à Tambacounda. C'est vrai que ça n'avait pas abouti. Effectivement, bon, j'avais introduit une demande. Mais malheureusement, ça m'a trouvé à Dakar. Alors, le jour où le président recevait les gens, il m'a appelé. Et la personne avec qui je devais rencontrer m'a dit, mais le président, il vous cherche partout. Et je me souviens même, depuis Tambacounda, les gens m'ont appelé le téléphone, ils m'ont dit, mais le président vous cherche partout. Parce que le président l'a vu. Moi, je le connais depuis 2004. C'est le président Macky, vous le connaissez bien? Depuis 2004. Alors, Macky, comment il est? Est-ce qu'il est vivable? Je vous dis, voilà un gars extraordinaire. En 2004, j'étais commissaire du plateau à Dakar. Alors, le président, en ce moment, il était ministre de l'Intérieur. Il a demandé un profil pour un commissaire à Tamba. Bon, les gens se sont dit, oui, il y a le commissaire Camara vraiment qui répond au profil que vous recherchez. Et il m'a amené à Fatick. Et je vous dis, Keba, ce jour-là, le président Macky a fait quelque chose que je n'ai jamais vu. En partant, d'abord, il a demandé à me recevoir, en même temps que le directeur général de la police, on est venus ensemble dans ce bureau. Il m'a remis une enveloppe consistante avec du carburant et de l'argent, en me disant, voilà, c'est mieux pour le ministre, vas-y avec. Et il a appelé, il m'a dit que j'ai appelé, parce qu'il était maire de Fatick, j'ai demandé à la mairie de venir en appoint. Donc, moi, quand j'étais à Fatick, mais j'étais très bien. Pénard. J'étais peinard.
Et chaque fois, je vous dis que quand le président Macky venait, la première personne qui recevait, c'était moi. Il m'appelait, et avant même que je ne m'assoie, il sort des liasses, il m'a dit, commissaire Télétili. Est-ce que vous maintenez les mêmes relations jusqu'à présent? Bon, regardez quand le président Macky est venu ici, quand il inaugurait la mosquée. À Tambacounda. Oui. Qu'est-ce qui s'était passé? Dès qu'il est sorti de la mosquée, il s'est dirigé vers moi. Il m'a serré la main. Le président Macky, chaque fois qu'il vient ici, il me serre la main ou bien il discute avec moi. Alors, vous êtes commandeur dans l'ordre national du Lion et commandeur dans l'ordre national du Mérite. Quelle est la différence réellement? Vous savez, l'ordre national du Lion, c'est la décoration la plus élevée. Et le grade de commandeur encore, c'est le sommet. Commandeur, c'est le sommet. C'est le sommet. Vous savez, je suis d'abord chevalier dans l'ordre national du Lion. Je suis chevalier officier dans l'ordre national du Lion. Et le top de top, c'est le commandeur dans l'ordre national du Lion. Je suis également chevalier dans l'ordre du Mérite. Je suis officier dans l'ordre du Mérite. Et je suis commandeur dans l'ordre du Mérite. J'ai la médaille d'honneur de la police, j'ai la médaille de l'ONU de la Côte d'Ivoire et j'ai la médaille de l'ONU de la République centrafricaine et du Tchad. Donc je crois que ça aussi, c'est assez important. D'ailleurs, je me souviens, quand le président Macky est venu ici, à l'aéroport, à la coupée de l'avion, quand il est venu, il me dit, mais, commissaire Barika Bagas, j'ai dit, oui, Liguerek. Machallah. Donc vraiment, je dis, c'est quelqu'un de bien, de généreux, un patriote. Donc moi, je ne peux que le soutenir. Ok, alors le président Macky Sall, il a déjà fait 6 ans au pouvoir. Alors demain, si vous aurez l'occasion de le rencontrer, quel sera le discours? Moi, je vais le dire. Bon, ce que je vais le dire, bon, je ne peux pas le dire ici. Mais en tout cas... Mais vous devez partager quand même. Moi, je vais partager avec lui. Non, vous devez partager aussi avec les populations. Oui, mais bon, il y a certaines choses, bon, si vous commencez à le dire ici, vous savez, on est dans le milieu politique. Et vous savez, les gens, ils vous volent vos idées. Ah, ok. Ah oui, ils vous volent vos donc idées. vous vous barricadez, quoi, c'est ça? Non, je ne me barricade pas, mais c'est des idées que je garde pour moi. Quand je suis avec le président, je vais lui dire. Ce qu'il faut faire à Tambacounda, ce qu'il faut faire dans la vie. Moi, je dis, je souhaite même que le président ait un 3e mandat. Et le président aura un 3e mandat, parce que ce sont les populations elles-mêmes, grâce à son bilan, qui vont lui dire, président, donne-le-nous. Oui, un 3e mandat, quand même, c'est trop. Mais comment c'est trop? Non, il ne faut pas l'agiter quand même. Ah, on a déjà réglé la question là au Sénégal. Ces 2 mandats, on l'a verrouillé. Mais c'est fini. On l'a verrouillé, vous savez. Non, c'est fini au Sénégal. Non, ok, va écouter. Poutine est à son 4e mandat. Comparaison n'est pas raison. Mais attendez. Non, je comprends là où vous voulez en venir. Mais ça, c'est une grande puissance. Poutine à son 4e mandat. Mais peut-être que nous, le Sénégal, nous sommes en avance par rapport à la Russie. Non, vous n'allez pas quand même nous faire revenir en arrière. Ça, quand même, nous n'allons pas l'accepter, monsieur le commissaire, avec tout le respect que nous vous devons quand même. Non, je dis, vous savez, 2 mandats de 5 ans. Suffisent largement. Non, c'est pas suffisant. Parce qu'en 10 ans, on ne peut pas travailler un pays. Je crois qu'aujourd'hui, le président, on a découvert le pétrole, le gaz. Il faut qu'on laisse le président pour qu'il puisse s'appuyer donc sur ses ressources pour développer ce pays. Mais réellement, est-ce que le président aura un second mandat? Le président aura un second mandat au premier tour, au soir du 24 février. Non, je ne voudrais pas que vous parliez en tant que politique. Je voudrais vraiment que vous soyez au-dessus de la mêlée. Parce qu'après tout aussi, il y a beaucoup de quoi. Non, il y a beaucoup de quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour qu'il ait ce second mandat? Bon, parce que jusqu'à présent, réellement, ce n'est pas acquis. Parce que le mécontentement est grandissant. Oui, mais vous savez, il y a le bilan du président qui parle pour lui et qui plaide pour lui. Oui, quand vous savez, le président, vous savez, à l'intérieur du pays, vous avez le PUDC, vous avez les bourses familiales, vous avez le CMU, vous avez toutes les réalisations. Mais vous n'avez pas parlé de la santé, où ça traîne, avec surtout le programme JICA et le plan Cobra, là où vraiment les volontaires sont restés 6 à 7 mois sans avoir de salaire. Mais combien de structures de santé ont été construites par le président? Combien de lycées ont été construits par le président? Non, par rapport à cette question épineuse, qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça c'est des questions qu'on peut régler. On ne l'a pas réglé jusqu'à présent. Vous êtes un père de famille. Donc quelqu'un qui reste 6 mois, 7 mois sans percevoir, vous voyez ce que ça fait. Oui, c'est difficile, mais le président va régler ça, comme il a réglé le problème des enseignants. Oui. C'est des problèmes qui vont être réglés avant la campagne électorale. Il va régler ça.
Alors, monsieur le commissaire, le temps qui nous était imparti est terminé. Alors, votre dernier mot. Mais mon dernier mot, d'abord, c'est les mots de remerciement. D'abord, je vous remercie de m'avoir accordé vraiment cette interview, donc de me permettre à travers ce plateau de m'exprimer et de m'adresser au Tambacounda en général et aux Sénégalais, parce que je pense que votre émission va passer sur YouTube. Bien sûr. Donc, mais je voudrais aussi remercier infiniment du fond du cœur toutes les populations de Tambacounda. Ça, sans exclusive. Tout le monde, qu'il soit de la mouvance présidentielle, de l'opposition, les jeunes, les femmes, etc. Donc vraiment, je veux les remercier. Moi, je leur dis, je suis à leur disposition. Aujourd'hui, tout ce qui me reste dans ma vie, je le ferai pour le développement et l'émergence de Tamba. C'est ça qui me motive. Rien d'autre ne me motive que ça. Venir ici, faire quelque chose pour que Tamba, parce que vous savez, Kéba, Tamba a un problème. Malheureusement, la plupart de ces cadres fuient la ville. Et je crois qu'il faut maintenant que le contraire se fasse. Il faut que tous les cadres qui sont partis puissent revenir investir ici. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, vous avez vu, les gens, dès qu'ils obtiennent des préventes, ils abandonnent la ville, ils s'en vont, ils ne reviennent plus ici. Alors c'est d'autres personnes qui viennent pour dire, est-ce qu'on va accepter que ça continue comme ça? Il faut que les gens, parce que Tamba c'est un carrefour, Tamba, c'est ce qui fait son charme d'ailleurs. Vous savez, je vous l'ai dit, historiquement, ce n'est pas une ville qui est ancienne, c'est une ville qui a été créée en 1914. Avec l'avènement des rails, le colon est venu avec ses Bambara, avec ses Maliens, avec ses Burkinabés, etc. Et quand le colon est venu ici en 1914, il n'avait trouvé qu'un petit village à 5 km d'ici, Tamba Sos, les Tamba et les Wali. Donc ce sont les autochtones de ce ville-là. Après, maintenant, les autres, ils se sont installés. Après, on a vu Batou Diara qui est venu du Mali. Après, il y a eu Modiba Diakité qui est venu du Mali. Ça, c'était des vendeurs de cola, etc. Ils sont venus, ils sont établis ici. Mais ils sont tous originaires du Mali. Vous voyez? Donc, sans compter maintenant d'autres d'abord qui sont venus du Mali, dans les autres régions, du Fouta Dialon, du Fouta Toro. Et c'est ce melting pot qui fait le charme de Tamba. Donc aujourd'hui, vraiment, il faut que les gens essaient d'utiliser donc toutes ces énergies pour nous fédérer et faire en sorte que cette ville-là devienne un carrefour où il sera bien. Et qu'est-ce que vous pensez de l'éclosion de la radio Gadek Betawe FM? Mais vraiment, je souhaite ardemment que cette radio vraiment rayonne sur tout le territoire régional et même au-delà. Parce que vraiment, je pense que vous le méritez. Et il faut aussi que les pouvoirs publics vous appuient. Parce que ce n'est pas normal que des jeunes viennent s'investir ici et qu'ils soient laissés en rade, qu'ils soient abandonnés. Je crois que ce n'est pas juste. Il faut que vraiment que les gens viennent ici, qu'ils vous appuient. C'est ça qu'on leur demande. Parce que le président a tout fait pour ces gens-là. Et en retour, il faut que ces politiciens-là aussi pensent à ces jeunes qui sont là, qui se battent jour et nuit pour le développement de cette ville-là. Donc voilà, c'est un message que je lance à tous ceux qui ont des moyens, et pour créer un partenariat entre la radio Betawe et vraiment avec ces gens-là. Merci monsieur le commissaire Bassamba Kamara, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle. Très sincèrement, ça a été un régal. En tout cas, revenez quand vous voulez. Vous étiez sur votre radio préférée, la radio Gadek Betawe FM 88.5. À la cabine technique, M. Seydou Diop. À la présentation, M. Keba Kebe, habitant le quartier Kanavetan, Tambacounda, Sénégal. Bon dimanche. Merci.